Bonjour pour ma dernière table ronde. Je suis actuellement le décès et la fatigue, mais on va essayer de faire quelque chose de productif. Aujourd'hui et maintenant, nous allons donc parler. Au fait, je suis Elixis de la chaîne Macroscopie, et nous allons parler de l'avenir de YouTube, un sujet fort flou puisque moi-même je ne sais pas trop de quoi on va parler, mais c'est super bien. Ah bah bravo. Je vous l'ai dit, je prépare aussi bien mes tables rondes que Ali prépare ses quiz. D'habitude, c'est mieux de préparer les quiz d'Ali. Je suis très la tristesse. Du coup, autour de la table avec moi, qu'y a-t-il ? Je vous laisse vous présenter. Malheureusement, il n'y a pas Rafale, elle est trop mignonne, elle doit être en train de dormir. Bonjour, l'absence de Rafale. Yo tout le monde, c'est quelqu'un au hasard. En vrai, c'est l'Icarion et voilà, je fais des vidéos, vous connaissez peut-être, je sais pas, c'est sympa, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce que je fais. Tant mieux. 80s viewer lambda, je représenterai une partie des gens qui font pas de boulot sur YouTube. Ali, homme au cœur brisé. Je représente la tristesse et la perdition. Je représente la tristesse, la perdition, la glande de 6 mois entre chaque vidéo. Et purée, comment t'as pu me faire ça? Je t'aimais et tu m'as brisé le cœur en disant que je préparais pas mes quiz. C'est vrai, mais... Je suis désolée Ali, mais c'est parce que comme ça je me dédouane surtout. Bon, on voit l'esprit d'équipe, génial. Alors, on va arrêter les règlements de compte, s'il vous plaît. Soyez mignons, aimez-vous. Il faut qu'on fasse vraiment 1 heure règlement de compte. Moi, j'ai envie de voir le retour du clash, l'Icarion. L'Icarion Marie, ouais. 2. J'approuve, dans le doute. Et moi, je suis mon plaisir, je suis le technicien, je fais de la musique et quelquefois des vidéos. Voilà. Et beau gosse de service. Merci. Évidemment. Et moi, je suis Margot de Vivre Avec. Bonjour. Ça fait 2 fois que tu te présentes. Mais non, j'ai présenté Rafale. L'absence de Rafale. J'ai présenté l'absence de Rafale, exactement. Moi, c'est Jean Gabin. Alors, c'est pas une heure présentation, s'il te plaît, donc on va se calmer tout de suite. Leur présentation. Et moi, c'est Squeezie. Donc, à la base, si j'ai pensé à cette table ronde, c'est parce que, comme on le sait, un vent de panique souffle actuellement sur le youtubeur, que je préfère appeler vidéaste, puisqu'il y a eu de nombreux problèmes sur la plateforme YouTube, que je n'ai pas vu, puisque je ne poste jamais de vidéos, du coup je ne me rends pas compte de ce qui se passe sur la plateforme. Ça me paraît pour moi. J'allais dire, ça te fait un point commun avec Ali. Mais il y a eu notamment des abonnés qui ont été désabonnés des chaînes sans qu'on leur demande vraiment leur avis. Ça continue encore, ça, il me semble. Effectivement. Des baisses du nombre d'abonnés après que les personnes aient posté une vidéo, ce qui était assez problématique, puisque normalement quand on poste une vidéo, c'est pour gagner des abonnés, pas pour en perdre. Et pour beaucoup de vidéastes, leur revenu s'est vu divisé par 10 et par 20, voire par 20 en septembre, suite à de nombreux problèmes en rapport avec les publicités qui étaient associées à des contenus problématiques. Donc cela a été mis en avant par le Times en date du 17 mars, puisqu'au Royaume-Uni, des contenus de HSBC, Armani et la BBC ont été associés notamment à des vidéos de David Duck, qui est un ancien leader du Ku Klux Klan, ce qui le fait moyen. C'est la belle image de marque. De même, des contenus de The Guardian ont été mis en rapport avec des contenus extrémistes, et cela a représenté tout de même 298 000 € de publicité pour ces contenus extrémistes, et on peut voir ça comme un financement indirect des cultes extrémistes, ce qui est puni par la loi. Du coup, c'est un peu problématique pour l'ensemble de ces entreprises. Theresa May, la première ministre britannique, a voulu voir tout ce qui se passait à ce niveau-là avec Google. Et de là est sorti, suite à des retraits de groupes qui ont décidé de ne plus poster de pub sur YouTube, sont sorties des nouvelles règles, on va dire, parce que je ne trouve pas d'autres mots,
qui sont notamment le fait que certains contenus considérés comme problématiques ne peuvent plus être associés à des publicités. Donc parmi ces contenus, il y a des contenus à caractère sexuel, jusque-là, pourquoi pas, des contenus qui vont être homophobes, etc. Jusque-là, toujours pas de problème. Des contenus qui vont être grossiers, bon, pourquoi pas, mais aussi des contenus qui vont être en rapport, par exemple, avec la guerre ou autre, ce qui fait que, par exemple, des chaînes comme celle de Nota Bene se sont vues démonétiser un très grand nombre de vidéos, simplement parce qu'il tient une chaîne d'histoire, et donc pour parler d'histoire, c'est un peu compliqué d'éviter de parler de guerre. De plus, il a été décidé par YouTube que les chaînes comptabilisant moins de 10 000 vues en tout sur l'ensemble de leurs vidéos ne pourraient pas afficher de pub, ce qui représente 88% des chaînes existantes sur YouTube, selon le Wall Street Journal, mais seulement 5% en temps de vidéos sur YouTube. Donc ça, c'était un petit peu l'état des lieux actuel de tout ce qui s'est passé. Et donc, à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, il y a encore de nombreux vidéastes qui sont bien embêtés par l'ensemble de ces nouvelles propositions qui ont été faites par Google et qui commencent à se poser la question de est-ce qu'on a envie de rester sur YouTube ou non. Donc, moi... Je ne suis pas très concernée par tout cela pour la bonne et simple raison que je ne monétise pas mes vidéos. Et ça pourrait être un point de départ de notre discussion de savoir si, du côté de nos amis vidéastes, vous monétisez ou non vos vidéos. Alors, pour le coup, personnellement, je monétise mes vidéos. Et fut un temps où c'était même une source de revenus qui n'est pas ma source de revenus principale, mais quelque chose sur lequel je comptais. Pour ce qui est de mes vidéos, je les ai monétisées jusqu'en septembre 2016, c'est ça, septembre de l'année dernière. Et je suis passée maintenant à un système de financement qui est via Tipeee, donc via une plateforme de dons. Donc c'est Tipeee, ça aurait pu être n'importe quelle autre plateforme, mais il se trouve que c'est la plus connue et que c'est celle que tout le monde utilise. Donc question de facilité, je suis allée là-bas. Et parce que je me suis posé des questions au niveau éthique et à me dire est-ce que j'ai envie que des publicités qui potentiellement sont pas en accord avec les idées, les valeurs que je véhicule soient affichées avant mes vidéos. Est-ce que j'ai envie de leur permettre de gagner de l'argent? Est-ce que j'ai envie d'imposer une publicité aux personnes qui regardent ce que je fais? Et comment est-ce que je peux faire autrement, sachant que les sous que j'ai sur Tipeee, c'est quelque chose qui va quand même m'aider pas mal au quotidien pour vivre en général, gagner une indépendance et pouvoir acheter du matériel et avoir aussi des achats en lien avec la chaîne. Donc voilà. Alors, on a une raison de plus de détester les nazis. D'accord. Et perso, je monétise pas pour gagner de l'argent parce que je fais pas du tout assez de vues pour ça. Mais je mets quand même des pubs parce qu'on m'a dit que ça plaçait mieux dans les résultats de recherche. Donc j'ai fait pourquoi pas. Et je fais ça que sur des vidéos, que sur mes vidéos d'au moins 7 minutes, un truc comme ça. Parce que je me dis, ouais, c'est pas cool d'imposer 30 secondes de pub à une vidéo de 2 minutes. Et je me dis qu'après, de toute façon, l'utilisateur fait comme il veut, il peut mettre adblock, il peut ne pas mettre adblock, il peut sauter ou pas. À partir de moment-là, ça met... C'est en dehors de mon pouvoir et les gens font un peu comme ils veulent. Et purée, les nazis, vous êtes chiants. RT si t'aimes pas les nazis. Et moi je monétise pas parce que voilà, j'ai pas assez de vues, ça m'intéresse pas non plus de gagner de l'argent via YouTube pour le coup. Et à terme, quand je serai un mec célèbre, je ferai un Tipeee, mais pour l'instant, ça sert un peu à rien. Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai décidé de passer par un Tipeee plutôt que de monétiser ma chaîne. Déjà parce que j'avais pas envie d'imposer de la pub aux personnes qui venaient sur ma chaîne. Un peu pour les mêmes raisons que Margot. Ma voix devient de plus en plus grave. J'ai l'impression de me transformer en Jeanne Moreau. Un peu pour les mêmes raisons que Margot. Et j'ai préféré passer par un Tipeee parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais que le matos que j'avais à l'heure actuelle pour faire mes vidéos
à savoir une webcam et bon, un zoom, donc ça va quand même, un zoom H2N. C'était quand même super limitant, ne serait-ce que pour aller faire des interviews ou ce genre de choses, et qu'il fallait que je m'achète du matos, et que s'acheter du beau matos, ça coûte cher. Et donc, c'est vrai que si la communauté peut aider, mince, c'est plutôt bien. Voilà, c'était la conclusion. Perso, je donne sur son Tipeee et je vous conseille de faire de même. Oh, c'est trop gentil. Après, je trouve, avec Tipeee et avec le fonctionnement par don, il y a aussi quelque chose qui peut être dangereux. Et je sais que c'est quelque chose, enfin, c'est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi avant de lancer mon Tipeee. C'est que d'autant plus je parle de sujets qui prennent aux tripes parfois et qui sont beaucoup liés aux émotions des gens, au vécu personnel des gens. Je pourrais jouer sur la pitié, je pourrais jouer là-dessus pour me faire des sous. Je sais qu'il y a des vidéastes qui le font. Mais c'est aussi super important de se poser des questions par rapport à ça et de faire attention à la façon dont on le présente, parce que ça peut donner l'impression aussi parfois de dire bah ouais, mais si tu donnes pas, c'est que tu m'aimes pas vraiment, ou si tu donnes pas, de faire une sorte de chantage, de manipulation comme ça par rapport à ça, et notamment sur des sujets qui touchent directement les gens dans leur vécu, dans leur quotidien, dans ce qu'ils sont. C'est super délicat et il faut être vigilant et vigilante, parce qu'on a très vite, même sans s'en rendre compte, en fait, on bascule très vite dans le « je vais jouer sur le pathos pour gagner de l'argent » ou « je vais jouer sur le pathos pour faire des vues ». Et ça peut très vite devenir malsain et devenir dangereux. Tout à fait. Oui, je t'en prie, Icarion. Non, parce que je me disais aussi en parallèle, enfin, je pense que tout le monde sait à peu près ce que ça implique d'avoir des pubs. Enfin, faire plus de vidéos, faire plus de vues, du coup faire des trucs à guicheur, pas forcément de qualité, des trucs plus courts, essayer de faire moins de travail, tout ça. Mais je pense que la pire situation, c'est vraiment d'avoir les pubs et en même temps le Tipeee, parce qu'on est forcément perdant sur un des deux tableaux, vu que c'est deux trucs qui sont totalement, enfin, pas totalement, mais qui sont très opposés quand même, au niveau de la façon dont il faut penser son contenu si, entre guillemets, on veut avoir de l'argent. Voilà, je pose ça là. Après, faire un Tipeee, ça pousse quand même à produire des vidéos, parce que d'un côté, enfin, j'ai pas de Tipeee, du coup, je peux pas être sûr de ce que je raconte, mais je vois ça dans ce que disent certaines personnes ayant un Tipeee. On avoue même être passé par des moments difficiles où elles se forçaient à faire au moins une grosse vidéo par mois ou un truc comme ça pour pouvoir toucher le Tipeee. Et aussi s'imposer à faire du bon taf sur la vidéo en question pour garder leur tipeur. Et ça peut, pour quelqu'un qui n'a pas forcément les épaules, parce qu'on peut avoir beaucoup de gens qui nous aiment beaucoup et qui nous donnent beaucoup sur Tipeee, c'est cool, mais on peut pas tous supporter ça pareil, je pense, et ça peut être une difficulté pour certains. Après, encore une fois, je n'ai pas de Tipeee, donc je raconte peut-être de la merde. Mais j'ai eu des témoignages comme ça qui allaient plutôt dans ce sens-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez. C'est tout à fait vrai. Moi, je sais que là, j'ai pas sorti de vidéo depuis 2 mois, alors que j'ai lancé mon Tipeee il y a 2 mois, et je me dis c'est honteux, ces personnes me donnent de l'argent et je fais rien en retour, je suis une merde, sautons par cette fenêtre. Mais non, mais c'est vrai que du coup, enfin. Avant, si je faisais pas de vidéo, bah voilà, je faisais pas de vidéo, c'est tout. Et là, il y a des gens qui me donnent de l'argent pour que je fasse un contenu, et pour l'instant, ils n'ont pas eu de retour. Et ben, au fond de moi, j'en ai un peu honte, il faut le dire. Je parle en étant un de tes tipeurs et moi, ça me dérange pas. Oh. Après, personnellement, c'est pour ça que... alors, j'ai aussi un Tipeee, vu que justement, ce que je disais à l'instant, c'est qu'il faut surtout pas faire les pubs et Tipeee, et j'ai les deux, justement. Ok, Margot me passe un casque, d'accord. Donc oui, je disais, vu qu'il faut surtout pas faire les deux en même temps, bah je fais les deux en même temps. Et justement, c'est pour ce genre de problème que personnellement maintenant j'ai un Tipeee par première vidéo du mois. Parce que y a un moment où j'avais un Tipeee par mois et je faisais des vidéos, enfin je me forçais à faire des vidéos qui n'étaient pas forcément incroyables. Et il y a un moment où je me suis dit ouais, mais si je veux faire une pause, comment je fais ? Est-ce que j'ai le droit de faire une pause ? Les gens continuent à donner de l'argent, enfin j'ai pas envie qu'ils se sentent arnaqués
qui se disent ouais, mais je donne de l'argent pour que tu fasses du travail. Normalement, si je te donne de l'argent sur Tipeee, c'est pour que tu puisses avoir du temps, que tu puisses avoir des financements, pour que tu puisses faire des vidéos. Si tu fais pas de vidéos, merci champion, quoi. Donc, personnellement, avec cette problématique, je me suis dit ouais, première vidéo du mois, ce qui fait que du coup, ils donnent de l'argent seulement si je fais quelque chose, quoi. C'est une bonne solution. Ouais, et j'ai un peu ce problème aussi avec Tipeee, c'est-à-dire que alors déjà d'habitude j'ai un problème un peu de confiance en me disant mais est-ce que cette vidéo va vraiment servir? Est-ce que je dis des choses intéressantes? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est un tourner rond pendant lequel je parle pendant un quart d'heure d'un truc très précis et je dis 10 fois la même chose et j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes? Est-ce que c'est pertinent de le poster? Et en plus, il y a l'effet Tipeee avec les dons derrière. Et je me dis, mais si je produis un contenu qui n'est pas satisfaisant, est-ce que je vais décevoir les gens? Est-ce que les gens vont arrêter... Enfin, c'est pas tellement est-ce que les gens vont arrêter de me donner des sous, parce que c'est pas du tout ça qui me dérange. C'est plus, est-ce que les gens qui me font des dons sont satisfaits, en fait? C'est est-ce que ça leur va, est-ce que c'est du bon contenu, et du coup je me mets la pression, et je pense que c'est aussi un peu un cercle vicieux, parce que plus on se met la pression, plus il y a le risque de ne plus aimer ce qu'on fait au bout d'un moment, parce qu'il y a tellement de choses qui reposent là-dessus. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux pas que YouTube soit mon revenu principal, et je veux pas que YouTube soit ce qui me permet de vivre financièrement, parce que j'ai vu trop d'exemples sur internet de gens qui faisaient uniquement ça et qui au bout d'un moment finissaient en burn-out et disaient bon bah j'arrête tout et je finis, et bon c'était cool mais là je peux plus vivre avec ça. Donc il y a aussi ce côté qui est dangereux. Il y a aussi ce côté-là qui est dangereux, et aussi de pas faire de vidéo pendant un moment. Et là par exemple j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'ai l'habitude d'en faire une par semaine. C'est un rythme qui peut être compliqué à tenir, parce que déjà on n'a pas le temps forcément de faire une vidéo par semaine, on n'a pas forcément l'envie, on n'a pas forcément les moyens de le faire, et en plus, situation particulière, j'ai une maladie qui fait que je me fatigue très vite, donc ça peut être compliqué. Il faut que j'apprenne à me reposer, et ce que je dis dans les vidéos, il faut apprendre à prendre soin de soi, et il faut se reposer, il faut faire attention à sa santé. C'est quelque chose que j'applique très peu pour le coup. Et j'ai du mal à me dire je vais faire une pause, je vais pas faire de montage, et la vidéo c'est pas grave, je la publierai la semaine prochaine, parce que j'ai cette vision derrière du Tipeee, et en me disant si les gens font des dons que je fais pas de vidéo, c'est horrible, c'est pas bien du tout. Et j'ai aussi quelque chose qui se rajoute en plus en me disant mais ça peut aider des gens. Il y a des gens parfois qui m'envoient des messages le mardi soir, ou qui me tweetent indirectement en fait en disant j'ai hâte que demain il y ait la vidéo de Margot parce que ça va me faire beaucoup de bien, j'ai vraiment passé une semaine de merde. Et moi il est 22h30, je me dis oh là là mais j'ai pas commencé mon montage, je pensais que je la publierais la semaine prochaine. Et ça m'est déjà arrivé de faire presque des nuits blanches en me disant je vais finir mon montage, comme ça cette personne elle aura sa vidéo le lendemain et elle ira mieux. Et bon, je serai fatiguée, ça se sentira sur ma santé, et ça aura des impacts après, ça aura un impact sur ma vie quotidienne, mais au moins la vidéo sera sortie, ça fera du bien à cette personne qui m'a envoyé un message, qui a tweeté, en fait, qui m'a même pas envoyé un message à moi, mais qui a tweeté en me mentionnant, donc forcément je l'ai vu, et au pire, moi je passe après, et c'est pas grave. Et pour le coup, ça m'est déjà arrivé de partir en crise à cause de ça, et parce que je savais que la vidéo était attendue, comme j'ai un horaire fixe, la vidéo était attendue, et on m'avait prévenu de ça. Et je trouve que ça met aussi une pression. Après, je sais pas comment ça peut se ressentir pour vous, parce qu'on fait pas vraiment le même type de contenu. Mais c'est bien, on a des contenus vraiment très différents suivant les personnes qui sont à cette table. Mais voilà, j'ai aussi ce souci de me dire, il y a une attente qui est forte, et les gens pensent que je vais les aider et que ça va leur faire du bien. Et si ça les aide pas, et si ça leur fait pas du bien, et ils vont être déçus, et je vais décevoir tout le monde, et ça va pas aller. En fait, le fait de se placer, de choisir sa rémunération sur YouTube, je peux peut-être me tromper, mais si je résume, en gros, soit on choisit de se mettre à merci des pubs, et donc des annonceurs, et donc des changements de règles de YouTube arbitraires qui sont pas prévenus, des restrictions de sujets, des limitations qui peuvent être dictées par des choix arbitraires, genre ne pas parler de religion parce que ça fait débat, ne pas parler de sujets LGBT+, parce que ça pose des problèmes, ne pas risquer de froisser des gens. Soit on se place dans le cas où on choisit de se financer sur les dons des gens, et du coup on se place dans une dépendance des gens, et on se dit on leur doit quelque chose, si je résume bien en fait. Soit on choisit d'être
dépendant des pubs, soit on choisit d'être dépendant des gens. Du coup, c'est ça, on je pense, choisit pas le problème. de rien faire des deux Oui. aussi. Mais là, du coup, vu que c'est des gens qui en parlaient comme source de revenus, j'ai pas mis ce cas, mais oui, évidemment. Après, pour le coup, je pense il y a un truc qu'on peut dire, c'est quelque chose d'officiel, vraiment. Quelle que soit la solution qu'on choisit, c'est mal foutu sur YouTube. Sur la quantité de, on va dire, enfin, pour faire des chiffres vraiment purs, sur la quantité de personnes qu'on touche, sur la quantité de vues qu'on fait, ce qu'on touche, c'est, enfin, sur n'importe quel autre média, comment dire, l'équivalent de en vivre sur n'importe quel autre média, sur YouTube, tu gagnes 50 €. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas au point et qui, je pense, pousse au fait que YouTube, c'est quelque chose qui a beaucoup de difficultés à se professionnaliser. Ou en tout cas, enfin, quand je dis se professionnaliser, je veux dire, les personnes qui font des vidéos sur YouTube, c'est vraiment très polarisé entre les amateurs qui restent amateurs et qui resteront des amateurs toute leur vie pour 99% des personnes qui font ça, et les personnes qui ont une boîte de prod derrière. Parce que si on compte uniquement sur les pubs ou même uniquement sur les financements participatifs, on peut pas en vivre, ou alors vraiment très difficilement si on fait des millions de vues, si on est vraiment les 2% qui font suffisamment de vues pour en vivre. C'est ça. Et bah, c'est 2% sur 100%, quoi. Donc, c'est des cas précaires, quoi. Ouais. Niveau précarité, Et c'est là qu'on en arrive un petit peu à notre point central, qui est comment on peut imaginer que YouTube risque d'évoluer. Dans ce que je vois à l'heure actuelle, de toute manière, c'est que YouTube, leur point principal, c'est de faire de l'argent pour eux. C'est des hébergeurs qui sont là pour héberger des vidéos, et pour eux, le plus important, c'est de réussir à garder les personnes qui mettent des publicités sur leur site. Donc je ne pense pas, peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, qu'à un moment ou à un autre, ils vont apporter des solutions aux personnes qui produisent sur leur plateforme, même s'ils ont déjà fait des choses, hein, bien sûr. Il y a le YouTube Space, etc., qui est là pour permettre aux personnes d'avoir des formations, qui est là pour permettre d'avoir des décors de tournage aussi. Donc ils font des choses, mais c'est pas leur priorité, je pense. Ouais, mais le truc, c'est que aussi, faut peut-être que les vidéastes fassent des choses aussi de leur côté, quoi. Parce que si YouTube c'est plus intéressant, il faut peut-être soit songer à une autre plateforme, soit faire un moyen de pression contre YouTube. Et là, on peut voir par exemple qu'il y a les salariés de, je sais plus, c'est Deliveroo, enfin c'est la plupart des auto-entrepreneurs qui travaillent dans la livraison via une plateforme sur Internet. Il y a des syndicats qui se forment, et je me pose la question de est-ce que il peut y avoir des syndicats de vidéastes, ou en tout cas des groupes de pression qui pourraient permettre ensuite de modifier les conditions d'utilisation de la plateforme YouTube. Moi je vois ça comme une possibilité, en tout cas pour faire en tout cas une pression contre YouTube, parce que YouTube peut offrir des choses, mais YouTube il n'y a rien sans ses vidéastes, quoi. Et je sais pas, c'est je sais pas si on peut faire pression contre YouTube, vu que les syndicats fonctionnent en opposition à leur patron, et YouTube n'est pas notre patron, mais c'est seulement un moyen de diffusion. Je sais pas, quand tu monétises, est-ce que tu signes un contrat, est-ce que tu fais quelque Non. chose comme ça? Et du coup, c'est comment tu déclares cet argent, enfin, ils te font une facture, Alors, Sally que Carion peut peut-être répondre du coup. Les propositions, les solutions de financement peuvent aussi être, les syndicats peuvent aussi faire pression ailleurs, et je pense que ça peut plus se situer dans les pays respectifs, où on peut trouver mais mettre en place des financements en fonction en fonction des législations locales à Jaguar, parce que c'est pas YouTube qui va nous donner de l'argent pour faire nos vidéos, je pense, et je pense pas qu'on puisse se tourner vers YouTube pour demander ça. Mais par exemple, j'ai vu que l'année dernière, il y avait pas mal de vidéastes qui s'étaient regroupés pour essayer pour mettre en avant une loi pour qu'elle soit votée, qui demandait que des fonds soient débloqués au CNC, je crois, pour la création Internet.
et à partir de là être diffusé n'importe où comme Dailymotion ou YouTube ou je ne sais quoi. Et là ça peut être déjà plus intéressant je trouve que on a plus de chances de se tourner vers un truc comme ça et d'obtenir des résultats comme ça. Et bon, certes, comme pour les films, comme pour les séries, etc., tous les dossiers vont pas passer, mais c'est déjà une meilleure solution. Et je voulais revenir aussi sur d'autres points qui me semblaient importants, c'est que Licarion, tu disais que on avait un trop petit retour sur investissement comparé à notre audience, mais c'est aussi vrai pour deux autres points. On a un faible retour sur investissement par rapport au matériel qu'on sort de notre poche et aussi sur le temps qu'on passe sur les vidéos parce que c'est aussi un temps énorme et enfin je sais pas, enfin on a tous un temps de préparation plus ou moins grand. Je sais que perso je lis pas mal de bouquins et regarde pas mal de docus avant de finir d'écrire un script et avant d'y ajouter des blagues et de le faire lire aux copains et de me dire c'est bon je le tourne. Et bon, on a chacun notre démarche, nos vérifications. On a pu parler de ça par exemple sur une étape précédente. Je vais pas me plus m'étaler là-dessus. Mais c'est aussi deux points qui me semblaient importants, qui montraient qu'on a aussi des faibles retours sur investissement sur ces points-là. Voilà. Par rapport au contrat qu'on fait avec YouTube et la façon dont on peut se déclarer, en fait, YouTube, on vend un espace publicitaire à YouTube. Donc c'est même pas YouTube nous paye parce YouTube nous fait signer un contrat en tant qu'employeur parce qu'on lui rend, on fait telle vidéo, on fait de la production. C'est très clairement, on leur vend un endroit où eux peuvent mettre des publicités, ce qui fait que c'est même pas un contrat d'employé-employeur en fait, c'est nous qui devons nous déclarer en tant que fournisseur de services ou vente d'espace publicitaire, ou voilà, donc on n'est même pas dans un contrat de travail ou dans c'est purement une transaction et il n'y a pas de reconnaissance de statut de vidéaste ou non. un truc comme ça. Non, pas du tout. Et après, même au niveau déclaration d'auto-entrepreneur, au niveau de comment est-ce qu'on peut mettre sur la fiche d'impôt directement, est-ce que c'est très flou. Et pour avoir des amis vidéastes qui déclarent un peu de façon différente, il n'y a même pas une seule façon de le déclarer. Et c'est pour ça, surtout quand c'est des petites sommes, que beaucoup de vidéastes décident de ne pas le déclarer du tout parce que c'est une vraie galère. Et pareil pour le passage par Tipeee, il n'y a pas de formulaire type. Tipeee nous dit il faut déclarer, mais Tipeee nous dit pas vous déclarez comme ça et en disant bah il y a telle case à remplir et c'est tel statut et on peut même pas quand on remplit le formulaire pour faire une demande d'auto-entrepreneur, on peut même pas, il y a même pas une case pour nous en fait. On sait pas si on est auto-entrepreneur en production, en montage vidéo, on sait pas si on est en relations publiques, on ne sait pas si on est parce que être vidéaste c'est en même temps préparer son contenu, écrire son contenu, faire des recherches, c'est le mettre en forme pour pouvoir le tourner, c'est tout le côté technique du tournage, du montage, c'est aussi de la présentation de vidéos, donc comme on paierait quelqu'un à la télé pour présenter le 20h ou pour faire une animation, faire des chroniques, c'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux, le partager sur les réseaux sociaux, mettre en forme, c'est beaucoup de métiers en un. Et beaucoup de boulots différents en un, et il n'y a même pas une case qu'on pourrait remplir en fait en disant bah, production de contenu sur internet ou donc voilà. Ouais, et à la limite oui. il faudrait commencer à repenser un peu tout ça pour créer carrément un statut de vidéaste internet quand on y pense. Et c'est là qu'on se retrouve dans les changements structurels qu'on devrait avoir chacun localement parce qu'on parle de YouTube c'est mondial. Mais ce qu'on dit là, ça nous touche, nous, en France. Et je voudrais aussi rebondir sur ce qui a été dit plus tôt. Ça aussi, ça montre la polarisation qu'on a entre amateurs et pros, parce que sur des chaînes pro, enfin pro, j'entends des chaînes qui sont, qui sont gérées par des boîtes de prod derrière. Moustache, enfin, par exemple, bon, ok, sur les gens qu'on voit à la caméra, enfin devant la caméra, c'est des auteurs / comédiens. Mais derrière, les CM sont CM, les monteurs sont monteurs, les directeurs artistiques sont directeurs artistiques, etc. Et ont tous une seule case, voire deux max, à devoir cocher.
c'est un travail beaucoup plus découpé que ce qu'on a nous. Ouais, et en plus, ils ont un contrat de travail avec leur boîte de prod souvent, et Voilà. ils sont employés vraiment, alors que nous, on a des bénéfices et on doit déclarer ça après. En fait, vous êtes un peu dans le même cas que. Je fais un parallèle avec un truc que je connais, genre vaguement, mais vous êtes un peu dans le même cas que les dessinateurs de BD, où il y a le côté professionnel, où tu as un contrat avec une maison d'édition qui s'occupe plus de la distribution, et le côté où tu es vraiment freelance sur internet, et où tu fais ton Tipeee tout seul, et où tu diffuses tes planches tout seul, et où tu t'occupes de gérer les gens. Du coup, il y a un côté plus pro d'un côté que de l'autre, et c'est peut-être pareil dans le cas de YouTube. Je sais pas pour le coup. Mais pour le coup, ouais, c'est une différence où on peut voir, ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est qu'il y a le côté, soit t'es vraiment full amateur, tu fais ça sur internet de ton côté, et pour en vivre, c'est la dèche. Soit potentiellement, t'as une maison d'édition ou l'équivalent, une boîte de prod, quoi. Et c'est relativement la dèche aussi, mais pas pareil. Parce que t'es mal payé, mais quand même, faut pas déconner, quoi, t'as quand même un SMIC. Du coup, je voulais poser une question, moi, c'est qu'est-ce qui vous fait rester sur YouTube en fait, et pas aller sur Vimeo ou Dailymotion ou autre si YouTube prend un tournant qui est quand même assez chaud quand même, enfin. Personnellement, ce qui me fait rester sur YouTube, c'est le fait que c'est là où sont les gens en fait. J'ai le choix pour avoir vraiment un public, j'ai le choix entre YouTube et on va dire Facebook, mais Facebook c'est encore pire. C'est vraiment encore pire. Je sais même pas si c'est possible de vraiment monétiser les vidéos pour nous. Elles sont ripables partout. C'est vraiment n'importe quoi Facebook. Mais donc il y a le choix ou à la limite Dailymotion, mais enfin voilà, si tu veux faire des vues sur Dailymotion, si tu veux vraiment que les gens voient ce que tu fais et sachent que tu fais des trucs, enfin si t'es pas Karim Debache et si t'as pas une aura incroyable, les gens ils s'en foutent, ils viendront pas. Sur YouTube, c'est là que t'as les gens tout simplement. C'est exactement ça. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Si on reste sur YouTube, c'est parce que c'est la plateforme de référence. Après, tu peux nous dire, rien ne vous empêche de tous migrer et de faire une autre plateforme, la plateforme de référence. Bah si, enfin, c'est con, mais il y a les moyens matériels en fait. La question infrastructure du site web et serveur, c'est ce qui empêche globalement c'est ces coûts-là qui empêchent les gens de migrer sur un service qui serait plus horizontal, plus partagé. Enfin, c'est ce côté-là en fait, très sincèrement. Tout à fait. Et avec le temps, il y a YouTube qui était capable de monter tout un site, parce que je me souviens de l'époque où on uploadait des vidéos sur YouTube et que les gens mettaient pas de description, un titre à la con juste parce que ça va être intégré ailleurs. Mais avec le temps, YouTube a réussi à être son propre site autosuffisant où les gens y vont pour passer des heures et naviguer de vidéo en vidéo. Et c'est un truc qui manque cruellement à des sites comme Dailymotion. Dailymotion, je sais que j'y viens pour une vidéo de laquelle j'ai cliqué d'un lien d'ailleurs, quoi. Et j'y vais pour le temps de cette vidéo, et ensuite je plie bagage et je me casse. Et c'est souvent pour des chromas, par exemple. Et voilà, il y a cette espèce de liant d'écosystème Dailymotion qu'on n'a pas et que YouTube a. Et sur Facebook Facebook est trop bruyant comme site. Enfin, et il n'y a pas l'attention. Je sais que les rares fois où je suis sur Facebook, je fais que scroller, et les seules vidéos où je m'arrête, c'est des vidéos tested de 40 secondes où on te montre, on te réduit en 40 secondes une recette qui se fait sur 3 heures. Bon, parce que c'est des trucs qui sont calibrés pour marcher sur Facebook. Tu peux pas faire une vidéo de 20 minutes sur Facebook, les gens n'ont pas le temps. Non, ils vont pas s'arrêter sur le YouTube, tu te poses, tu regardes un truc, tu te poses. Facebook, ça va trop vite. Et bah, pour le coup, j'ai commencé à mettre aussi mes vidéos sur Facebook le surlendemain généralement, ou bon, parfois c'est une semaine plus tard, parce que j'essaie d'avoir les sous-titres en fait quand je mets sur Facebook.
Parce que YouTube, ce qui se passe, bon, je fais très vite point sous-titres, j'essaie de sous-titrer toutes les vidéos, enfin c'est pas moi qui les sous-titre, c'est des gens, mais j'essaie que toutes mes vidéos soient sous-titrées pour qu'elles soient le plus accessibles possible et que ce soit le mieux possible parce qu'on a cette possibilité de sous-titrer les vidéos. Ça sert aux personnes qui ont des troubles d'attention, ça sert aux personnes sourdes, ça sert aux personnes, enfin plein de gens pour le coup. Mais voilà. Et généralement, je me dis que bon, sur YouTube, j'ai une contrainte horaire et une contrainte de date où je me dis chaque mercredi je vais poster. Donc souvent la vidéo est pas sous-titrée quand elle sort, elle est sous-titrée dans la journée. Et j'attends d'avoir les sous-titres pour la reposter sur Facebook parce que je me suis dit, de toute façon, je monétise pas sur YouTube, donc je gagne pas tant que ça à rester uniquement sur YouTube. Mais je pense que le uniquement est important parce que effectivement, comme vous l'avez dit, c'est devenu presque un réseau social avec les gens qui se parlent dans les commentaires, qui ont leur profil, qui se rencontrent entre eux. Donc c'est important pour moi d'y rester, mais c'est un autre public que je touche sur Facebook. C'est plus les personnes qui ont plus de 40 ans, les personnes qui sont parents, les personnes qui sont beaucoup sur les groupes Facebook qui parlent du syndrome que j'ai ou les groupes Facebook qui parlent de handicap, de maladie. Je sais que mes vidéos sont beaucoup partagées là-bas. Et je me suis dit, mais attends, ça pourrait peut-être se diffuser plus et toucher d'autres gens et toucher ces cercles de gens qui vont pas sortir de Facebook si je postais aussi sur Facebook. J'ai fait le test et mes vues sur YouTube n'ont pas baissé. Mais par contre, j'ai eu à nouveau des vues et des commentaires sur Facebook. Des commentaires de gens que je voyais poster pas dans les commentaires YouTube, mais uniquement sur les publications de la page Facebook. Et je me suis rendu compte qu'en fait, un public de personnes, alors c'est beaucoup de femmes, parce que beaucoup de femmes, on le sait, par rapport aux hommes, c'est beaucoup plus de femmes qui sont touchées, qui vont commenter mes vidéos. Elles ont généralement plus de 30 ans, et elles vont se les partager entre elles. Et aussi, ce qui manque sur YouTube, c'est le côté communauté de personnes qu'on va chercher, pas les personnes qui sont déjà dans les commentaires, parce qu'on peut se répondre entre gens sur YouTube. Par contre, sur Facebook, je vois souvent des personnes qui regardent la vidéo et après qui ne commentent pas pour mettre une phrase ou un avis, mais qui vont juste taguer quelqu'un en disant « Eh machin, tu devrais voir ça !» plutôt que d'envoyer par message privé en fait. Ils vont mettre le petit hâte et le nom, comme ça la personne est notifiée. Et moi je vois aussi que les gens sont notifiés et ça fonctionne beaucoup plus comme ça. En tout cas, ce que j'ai vu sur Facebook. Mais après, je pense une remise en contexte est la bienvenue parce que c'est aussi des vidéos que je fais sur le handicap, la maladie, des choses qui touchent très personnellement les gens. Et c'est un rapport différent que des vidéos où on va venir en se disant, comme les bullshit tomates par exemple, en se disant, j'ai 5-10 minutes ou j'ai une demi-heure, je vais bien me marrer, je vais aller voir ça parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est un rapport différent aussi. Mais pour le coup, j'ai un public sur Facebook, et peut-être que je suis une des rares personnes, et je poste mes vidéos en double. Et c'est juste un public qui est complètement différent et des retours qui sont complètement différents. Et donc, comme tu l'as dit, quand tu postes sur Facebook, elles sont obligatoirement sous-titrées, tes vidéos. Ouais, moi je poste pas mes vidéos qui sont pas sous-titrées sur Facebook, donc parfois ça prend une semaine, parfois ça prend... En fait, c'est des personnes qui regardent mes vidéos et qui m'aident à sous-titrer. Et en gros, je gère la relecture et encore même parfois j'ai pas besoin de gérer la relecture. Ça, c'est un point très important en fait. Alors, là je reviens sur mon travail. Donc, nous, à l'Institut où je travaille, on fait aussi des vidéos de 3 minutes qui servent à répondre à une question de vulgarisation concernant le cerveau ou des études qui sont menées dans notre institut. Et ces vidéos sont elles aussi postées en double, donc d'un côté sur YouTube et de l'autre côté sur Facebook. Et sur Facebook, c'est uniquement des vidéos sous-titrées qui sont postées, donc du fait du lancement automatique sur Facebook. Et pour ces vidéos comme ça, où c'est juste une interview, ça marche super bien. Lire une interview, ça marche bien. Je pense que par contre, un épisode de Bullshit Tomate de l'Icarion, seulement en lecture automatique, ça perdrait vachement de son... c'est ton débit de voix, c'est les musiques qu'il y a, c'est les machins, etc. qui apportent beaucoup à ton épisode. Et donc, une fois de plus, c'est un format qui ne peut fonctionner que pour certains types de contenus, en fait. Et je profite juste pour passer un petit coup de gueule très rapide. Les gens qui sous-titrent les 30 premières secondes de la vidéo pour attirer l'attention, pour qu'on mette le son après, et qui se foutent complètement de l'accessibilité de la chose et qui se disent non mais c'est juste pour les gens qui peuvent entendre et qui après vont mettre le son,
sous-titrez l'intégralité de vos vidéos, s'il vous plaît, parce que sinon vous êtes absolument pas cohérent et c'est dégueulasse pour les personnes qui pensent que déjà toutes les vidéos sont loin d'être accessibles sur YouTube et c'est complètement dégueulasse pour les personnes qui pensent voir une vidéo et que enfin elles ont des vidéos qu'elles peuvent regarder et en fait non, c'était juste pour faire le clic et parce que sinon ça fonctionne moins bien. Merci pour avoir osé causer de ça. Je t'en prie. Et, Non, c'est très bien. Oui, osons causer. et oui, je voulais aussi revenir sur un truc qui me déplaît un peu sur Facebook, c'est que Facebook c'est dans l'instantané, comme je disais, et c'est très difficile pour moi par exemple d'aller retrouver la vidéo de quelqu'un sur une page fan, une page fan, je parle comme un vieux. Les pages, Oui, sur des pages. les pages Facebook. pro, quoi, sur Facebook. Je trouve que c'est pas facile du tout de les retrouver une vidéo. Alors que c'est un truc qui a été très simplifié sur YouTube et même sur Dailymotion, c'est un peu une galère en fait de trouver la vidéo exacte que tu veux. Ouais. Mais sur YouTube, c'est super clair. Ouais. Mais Genre, l'interface est bien foutue et bon, je vois que Facebook s'est lancé dans les pubs et mettez vos pubs au début. Mettez pas vos pubs au milieu. C'est pas bien. Ah, mais mais c'est ouais. l'enfer pour C'est super chiant ça. en Les tant que pubs, viewer, c'est l'enfer. les pubs en plein milieu de la vidéo Facebook, c'est pas bien. Mais oui, Non, mais même et- sur YouTube. Hein. Ouais, C'est- ils le font aussi pour les vidéos de plus de 10 minutes ou plus d'un quart d'heure. Oui, mais Mais sur plus de YouTube, 10 minutes ou plus d'un quart d'heure, si la vidéo fait genre 2 heures, moi après je parle en tant que viewer, ça me dérange pas d'avoir 3, 4, 5 pubs sur une vidéo de 2 heures. Mais si c'est une vidéo de 10 minutes où la pub elle arrive en plein milieu et limite elle coupe une phrase, c'est insupportable. Mais Enfin, oui, on bosse nos oui. vidéos, on bosse notre rythme. Et bon, en général, ça peut se caser. Ça peut, Oui, je m'énerve. je sais que ça peut se caser facilement. D'ailleurs, moi, la petite combine, c'est de caser la pub entre l'avant-dernière seconde et la dernière seconde de ma vidéo. Comme ça, il y a la pub, mais elle fait chier personne. Mais voilà, mais le problème, c'est que sur Facebook, tu peux pas la zapper, la pub. Enfin, quoi qu'il arrive, tu la contrôles pas et tu peux pas. Enfin, en tant que vidéaste, tu peux pas la contrôler, et en tant que viewer, tu peux pas la sauter. Alors qu'en général, les pubs qu'on se tape en plein milieu d'une grosse vidéo sur YouTube, en général, on peut les sauter. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des spots de pub de 30 secondes ou de 40 secondes qui sont pas coupables en milieu de vidéo. Après, c'est mon expérience personnelle. Oui, après, ça change. Voilà, je crois et- que c'est. Pardon, Non, je t'en prie, vas-y. Je crois que c'est quand t'as vu assez de pubs qui pouvaient être zappables, cette fois on te met une pub que tu peux pas zapper. Bah là, tu m'apprends un truc, tu vois. Par contre, j'ai une question, mais alors là, c'est purement. S'ils mettent des vidéos sur YouTube avant vos vidéos, en tant que vidéaste, ça vous rapporte quelque chose ou c'est juste purement pour Facebook le bénéfice de la publicité? Sur Facebook, nous, on n'en tire rien. On peut pas D'accord. monétiser encore. Je sais pas s'ils ont ça en tête, je pense pas. Après, je pense qu'il y a pas mal de producteurs et de productrices de contenu qui vont râler et qui vont dire non mais Ouais. quand même on met notre boulot et vous faites des sous sur notre dos, déjà vous récoltez vos données, alors on va se calmer, slip un peu. Mais pour l'instant on peut pas monétiser et c'est plutôt récent le fait de mettre des pubs sur D'accord. des vidéos aussi sur Facebook. Mais voilà, pour l'instant c'est vrai que par rapport à la plateforme sur Facebook, quand on poste une vidéo, le seul contrôle qu'on a sur la vidéo, c'est mettre le titre, mettre des tags, mettre des sous-titres si on veut, mettre une miniature. Ça, j'ai trouvé que c'était bien pour le coup. Mettre une miniature, même si généralement elle se lance automatiquement la vidéo. On peut avoir un code pour reconnaître sa vidéo, mais ça reste en privé. On peut poster en croisé avec d'autres pages. Et c'est tout. On peut pas contrôler. Il n'y a pas des annotations comme il y avait sur YouTube. Il n'y a pas les panneaux de fin comme il y a maintenant sur YouTube. Ça a remplacé les annotations. On n'a pas le choix de dire je veux mettre des pubs ou pas. C'est obligatoire. Il y a des pubs dès le départ. On n'a pas le choix de dire, comme tu disais Ali, de choisir quand tu fais ta coupure pub, de choisir parce que c'est vrai que sur YouTube on peut activer en fait différents types de publicité. C'est pas juste un bouton monétisation. Enfin, ça doit toujours être comme ça d'ailleurs. Ouais, je pense. On peut pas, c'est pas juste on active la monétisation, boum, c'est monétisé, il y a des pubs. On peut choisir de faire des publicités, de mettre des publicités sur le côté des vidéos, on peut choisir de mettre des publicités avant la vidéo, on peut choisir de mettre des publicités pendant la vidéo. Et c'est vrai qu'il me semble que quand on choisit pendant, on peut aussi dire je veux à tel minutage. Donc peut-être qu'on peut faire en sorte de faire des vidéos avec des sortes de pauses au milieu, faire des coupures pub, un peu comme un système un peu comme à la télé, rythmer sa vidéo autour du fait qu'il y aura des coupures pub aussi et que ça n'arrive pas en plein milieu d'une phrase. Comme les épisodes de séries télé. Oh oui, que- et qui s'arrête. Quand t'as la pub sur un fond du haut noir. Je crois qu'il y a des vidéastes assez influents qui Ouais, le je crois font. le Nostalgia Critique fait ça, il me semble. Moi je pensais
mais je suis pas sûr, donc je vais te dire, mais je crois qu'il y en a qui le font même dans. Moi, je suis que sur le YouTube francophone pour le coup, donc mais je sais que dans le YouTube francophone, il me semble qu'il y en a quelques-uns qui le font, et c'est plutôt agréable en fait, parce que ça coupe pas en Oui, plein milieu. tout à fait. D'avoir ce. Enfin, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est Michael G des Voxmakers sur ces fermés-là, qui a un panneau à un moment qui permet d'insérer une pub sans que ça vienne le couper en plein milieu d'une phrase. En général, quand il passe d'une partie de sa vidéo à une autre partie. Et oui, c'est agréable de ne pas se faire couper en plein milieu d'une phrase, même si je préférais ne pas être coupé du tout par une Ouais, pub. après. Et j'ai vu un chiffre passer sur le chat, il y a 10 minutes, j'en parle que maintenant, qui disait que les vidéos ripées de Chroma et réuploadées sur YouTube faisaient plus de vues que les vidéos Chroma sur Dailymotion. Ah oui. Mais Ouais. en vrai, c'est pas C'est dommage. spécialement surprenant. Oui, parce que c'est plus facile Ben, de c'est regarder bon, sur mais YouTube. l'ergonomie de Dailymotion, je vais rester poli, mais elle est pas top quoi. Alors que YouTube, ben, d'une part, on a l'habitude de le faire, et en plus, l'ergonomie, elle a été pensée par des designers de chez Google. Et bon, c'est pas des branques quoi. Enfin, alors que chez Dailymotion, voilà, c'est plutôt moyen. Alors que, Pour le coup, tu veux parler ou oui, moi je voulais dire que je venais d'un vieil internet de l'époque, et je me souviens qu'il y a encore plusieurs années, avant le boom du podcast, je sais que tout le monde allait voir ces épisodes de Visiteurs du Futur ou de Joueurs du Grenier sur Dailymotion, et que Dailymotion marchait super bien à l'époque, et que je sais pas ce qui s'est passé depuis. Mais, alors, je pense, enfin, au-delà du problème d'ergonomie, enfin, on met beaucoup de choses sur l'ergonomie, sur le fait que oui, c'est pas pratique et tout. Non, vraiment, c'est qu'on est super habitué à YouTube. Effectivement, c'est peut-être un peu moins bien fait, c'est vrai, mais c'est surtout qu'on a l'habitude des boutons de YouTube. C'est pas des trucs forcément évidents. Et enfin, tous les 3 mois, il y a une mise à jour de YouTube où ils changent un petit peu, ils changent un bouton, un truc comme ça, et à chaque fois, tout le monde gueule, et finalement, ouais. on se dit, mais en fait, c'est parfait. Et maintenant, et on est habitué à YouTube et tout. Et si on était tous sur les Dailymotion, comment dire, si vraiment YouTube prenait pile l'ergonomie de Dailymotion, on s'habituerait dans 3 mois, on dirait waouh, c'est super bien en fait. C'est ça. Donc, je pense, ce qui fait qu'on est sur YouTube vraiment, c'est que à un moment c'est centralisé. Ils ont ils ont un tel poids que c'est bon, on est sur YouTube, on partira pas. À l'immense limite, on pourra partir sur Facebook ou sur Twitter parce que là, ok, il y a du trafic, mais on partira pas autre part. Et tu voulais dire Je voulais dire, le souci avec Dailymotion, c'est que les pubs elles chargent en 2 secondes, mais la vidéo met 10 ans à se charger. Non, mais y a- Les temps de chargement sur Dailymotion sont très mauvais. Non, Je mais suis désolé. Non, ça c'est ta clairement, connexion. Non mais vraiment enfin moi je parle d'un truc qui est, enfin je suis pas parisien, dans le coin où j'habite dans une grande ville mais la fibre est pas démocratisée et surtout pas en résidence étudiante. Alors clairement le player de YouTube il a certains défauts mais on peut pas lui reprocher sa vitesse de chargement et la façon dont il permet de lire les vidéos. Or qu'il y a vraiment des soucis avec d'autres players. Je pense pas qu'à Ouais. Dailymotion mais même des players de sites un peu annexes, genre je pense à une époque j'ai travaillé sur JVC, j'ai aussi un passé sombre mais le player de JVC il est nul. Dailymotion il est pas ouf non plus. Enfin voilà. Margot, tu voulais dire un truc? Ouais, aussi, ils ont super bien réussi un truc YouTube, c'est que ils ont fait en sorte que, et je pense que ça a été fait au départ en disant aux créateurs vidéo, parce qu'au départ on pouvait pas monétiser les vidéos, et à un moment ils ont dit bon bah on va sélectionner quelques personnes, ça devait être des centaines, mais à l'échelle de YouTube c'était quelques personnes, en disant bon bah vous, on va communiquer avec vous, on va vous dire tenez, est-ce que vous voulez faire des sous, est-ce que vous voulez qu'on partage les sous de la pub. Ils ont créé un lien comme ça avec les gros vidéastes et les gros créateurs de vidéos, ce qui fait que maintenant on est dans une culture YouTube où les gens sont pas des vidéastes, les gens sont des youtubeurs. Rien que ça, je trouve que au niveau de l'impact des mots, c'est quand même extrêmement important à noter. Même On est Karim quand- Debache est considéré comme un youtubeur C'est alors qu'il a ça. jamais Alors, fait des c'est vidéos ça. pour YouTube quoi. Il a fait player JVC puis Dailymotion quoi. Ouais. Et on n'est pas vidéaste, on est youtubeur. Il y a à partir de 10 000 abonnés à notre chaîne, on peut accéder à des studios il y en a à Paris, il y en a à New York, il y en a à Los Angeles, il y en a à Tokyo, il y en a à Berlin, il y en a à Londres, et il y en a sûrement qui sont en train de se créer partout, des YouTube Space comme ça s'appelle. Et en gros, si on monétise les vidéos et qu'on a 10 000 abonnés, on peut accéder à ces espaces pour avoir du super matos, pour pouvoir filmer dans de très bonnes conditions. Ils ont réussi à développer
pas forcément avec les gens qui regardent les vidéos et pas du tout avec les petits créateurs, mais avec ceux qui ont de la visibilité, ceux qui ont des dizaines de milliers de personnes qui les regardent et parfois des centaines de milliers, des millions d'abonnés. Ils ont réussi à développer un lien très fort en les invitant à des événements, en leur donnant des sous, en leur disant bah, tenez, vous allez faire telle vidéo pour nous et parler de YouTube en bien. Ils ont réussi à développer cette relation de boulot avec les gros vidéastes qui fait que maintenant on est dans une culture YouTube, on n'est même pas dans une culture de vidéo, on fait pas de la vidéo, on fait des vidéos sur YouTube. Et je pense que c'est aussi symptomatique quand on se présente souvent, on dit on fait des vidéos, je fais des vidéos sur YouTube. On dit pas juste je fais des vidéos sur internet, c'est je fais des vidéos sur YouTube, va voir ma chaîne YouTube. À chaque fois il y a ce mot, cette marque qui revient. Et franchement, ils ont bien géré leur truc là-dessus parce que quelqu'un qui fait des vidéos sur Dailymotion va pas le préciser. Quelqu'un qui fait des vidéos sur Vimeo va pas le préciser. Va dire je fais des vidéos. Alors que nous, c'est ouais, on fait des vidéos sur YouTube. C'est vrai, tu soulignes quelque chose de vraiment important là. Pour le coup, ça fait partie des choses qui font que je pense que la suite de YouTube, ça restera YouTube et on va rester sur YouTube. Enfin, on partira pas. Non, je pense c'est que vraiment, ouais, non seulement c'est centralisé, on est tous dessus. Et si on veut partir, c'est la dèche parce que il faut que tout le monde parte en même temps, ça arrivera jamais, vraiment sérieux. Et aussi, oui, on la cuisine partira toute d'un coup. Non, mais vraiment, dès maintenant. Si on veut que tout le monde parte sur une autre plateforme, il faut que les plus gros partent plus sur une autre plateforme et les plus gros ils gagnent de l'argent grâce à YouTube. Enfin, ils seraient couillons de partir. Et ouais, on est tellement dans la marque, on est tellement des youtubeurs qu'on restera sur YouTube. Après, peut-être que les formats vont changer, peut-être que ça va se rapprocher de Facebook au niveau de l'utilisation. C'est possible que ça devienne des formats plus courts. Ça arrive déjà. Il y a déjà YouTube qui pousse maintenant à faire des vidéos tous les jours avec les algorithmes qui sont pensés de manière à mettre en avant notre contenu plus si on fait plus de vidéos, si on fait plus de contenu, en faisant aussi, en mettant en avant plus si on a un watch time qui est plus élevé. Un watch time en gros c'est le rapport entre la quantité de la vidéo qui est vue sur la longueur de la vidéo. Donc ça nous pousse à faire des vidéos plus courtes, parce que s'il y a 3 minutes 30 de vues sur 4 minutes, bah ça fait plus que 3 minutes 30 sur un quart d'heure. Et ça pousse quelque part à faire du contenu plus court, à faire du contenu plus catchy, tout ça, à faire des trucs avec des intros qui vont le plus vite possible pour... Voilà, avec des majuscules. Avec des intros qui vont le plus vite possible, histoire de garder le spectateur, histoire de l'alpaguer dès les premières secondes, histoire qu'il parte pas, histoire de devenir une nouvelle télé quelque part, de créer des habitudes. Mais ça, éventuellement, il va y avoir des évolutions sur la façon de créer des vidéos et de consommer des vidéos, mais on restera sur YouTube. Ou sur Facebook, à l'immense limite. Ouais, à part si t'as un autre gros site de contenu qui arrive, quoi, parce que ouais, mais enfin, pour concurrencer YouTube, va falloir qu'il y ait. C'est ça, ouais. Non, parce qu'avant il y avait des concurrents à YouTube par rapport à la vidéo. Je me souviens quand même qu'il y avait pas mal de gens qui allaient sur jeuxvideo.com, mine de rien, pour voir du contenu qui était exclusif à jeuxvideo.com. Et c'est pareil pour Dailymotion, mais du coup effectivement YouTube a posé son game et a raflé plein de trucs. Mais est-ce que il faudrait peut-être voir aussi à fédérer des gens pour créer de nouveaux sites, de nouvelles plateformes qui soient pas nécessairement que portées sur de la vidéo, mais sur du contenu intéressant en général, quoi. Mais après, il y a d'autres sites qui ont vu le jour, hein, Twitch et autres. Ils se débrouillent très bien dans leur coin. Twitch, et, pour le coup, c'est pas. Oui, mais c'est parce qu'ils ont réussi à aller chercher. Ils sont allés viser quelque chose que YouTube avait pas. Et voilà. Justement, YouTube maintenant fait des lives et tout, mais c'est. Bah, on est tous d'accord pour dire que YouTube c'est moins bien, parce que habitude Twitch. Voilà. Ouais, et sur les, tu parlais de Dailymotion, tu parlais de JVC, j'ai connu des gens très sombres qui allaient sur watt.tv. Ça c'est pas bien. Mais après pour le coup, je pense ce qui fait que à une époque il y avait plus de changements et on allait plus sur tel site, Internet était beaucoup moins centralisé. Maintenant vraiment on a 3 sites, on a Facebook, Twitter, YouTube et hop c'est bon, c'est tout notre Internet et de temps en temps on va aller sur un site puis revenir pour lire un article ou voir une vidéo. Mais à une époque on voguait plus, au rythme au gré du vent de YouTube, non au gré du vent de l'internet. Mais maintenant, YouTube serait-il internet? Mais maintenant on a vraiment quelques sites et on reste dessus et on part très rarement de ces sites. Et je voulais revenir sur cette histoire de centralisation. Il y a des gens qui ont très bien relevé ça dans le chat. C'est que YouTube fait partie d'une galaxie de services Google et que si tu as un compte Google pour Picasa,
tu peux immédiatement l'utiliser pour YouTube, pour Drive et pour Gmail, sans créer de compte en plus, et t'as juste à ajouter tes abonnements sur un compte, sur un navigateur où t'es déjà connecté, quoi. Alors que c'est un effort supplémentaire à faire sur Dailymotion, et c'est un effort de créer un compte. C'est un effort que les gens font plus. Ouais, mine de rien. Bah, c'est du temps. Plus, ça fait chier, quoi. C'est quelques clics, mais c'est chiant. Enfin, c'est pour ça que sur la plupart des sites, il y a des boutons connecte-toi avec Twitter ou connecte-toi avec Facebook, parce que les gens ont la flemme de remplir des formulaires. Ou connecte-toi avec Facebook, mais en vrai, Carion, il a tapé dans le juste quand il dit qu'il y a quelques sites. Parce que moi, je parle de mes habitudes de consommation d'internet, mais je sais que quand je traîne sur internet, et voilà, je pense que comme beaucoup de gens ici ce soir, je passe beaucoup de temps sur internet. Moi, non. Je veux dire, il y a toujours dans mon navigateur, il y a toujours deux onglets qui sont ouverts. C'est Twitter pour voir s'il y a des nouvelles notifications de gens que j'apprécie, genre au hasard les gens de la cuisine, et YouTube. Et YouTube parce que j'écoute de la musique. Et à côté, il y a mon autre internet où il y a des trucs un peu plus où je vais moins souvent. Genre Libé, genre voilà, parce que mais il y a tout le temps Twitter. Je suis pas utilisateur Facebook pour le coup, mais il y a tout le temps Twitter et YouTube qui sont dans un coin, et c'est vraiment un bout de mon internet qui est tout le temps là. Et je pense qu'il y a aussi le fait que comme YouTube, que je sais toujours pas si YouTube fait des bénéfices, j'ai cherché un peu les articles, mais je sais qu'il y a quelques années, YouTube, C'était en galère. c'est ça, et YouTube, juste YouTube, cette branche de Google, était déficitaire malgré toutes les vidéos, malgré tous les sous qu'ils ont grâce à la monétisation, malgré tout ça. Et en plus là, avec, il y a eu la grève des annonceurs, il y a eu les démonétisations, tout ça, donc ça n'a pas dû s'améliorer. Mais je pense qu'une des forces aussi de YouTube, c'est qu'il y a Google derrière, qui fait quand même beaucoup de bénéfices et qui peut réinjecter de l'argent en se disant bah, ça fonctionne dans tel domaine, donc je vais réinjecter, je vais investir dans YouTube parce que ça a un avenir, ou parce que ça fonctionne, ou parce que aussi ça popularise Google, tout simplement parce qu'on se dit bah oui, c'est Google qui tient YouTube, donc on va plus faire confiance à Google, donc ça fait mine de rien, comme tu disais, bah, plus de gens avec des comptes Gmail, plus de gens avec des comptes donc des infos qu'ils peuvent récupérer, avec ça leur fait une force de frappe, et ils peuvent se permettre d'avoir un service qui est déficitaire si derrière ça avantage la compagnie, la société à plus grosse échelle, donc Google en général. Il va falloir qu'on arrête, je suis désolée. Je voulais rajouter un dernier truc. Oui, il me semble qu'ils étaient déficitaires, enfin je sais pas s'ils le sont encore, mais il me semble que quand j'ai vu cette histoire passer, ils étaient déficitaires à cause du coût d'entretien des serveurs. Ouais, parce que mine de rien, il y a beaucoup de données. Beaucoup de gens qui uploadent des vidéos pour, entre guillemets pour rien, rien pour eux, parce que les vidéos sont pas forcément regardées, et que il y avait trop de gens qui uploadaient des vidéos par rapport à ce qui était vraiment regardé, et que YouTube devait juste entretenir ça en général, et que ouais, et c'est un outil pratique. On arrive à une saturation de la vidéo sur le site. Juste un dernier truc, rapport avec l'avenir de YouTube, je me dis peut-être format carré. Voilà, c'est possible, ça arrive déjà sur Facebook. Il y a moyen que, vu qu'on regarde de plus en plus sur téléphone et tout, qu'il y ait des formats carrés qui arrivent. Voilà, bisous. Après, par rapport à ce qu'on disait sur... Je conclue vite fait, je vous invite à regarder une vidéo d'un drop dans la mare si vous ne connaissez pas. Il parlait des consoles pour le coup, mais je pense que ça s'applique vachement à Internet. Ok, parfait. Juste, je fais un tout petit aparté, mais je pense que ça s'intéresse bien à ce qu'on disait. Un drop dans la mare a fait une vidéo que je vous invite à consulter. Alors, je sais plus le nom de la vidéo, il faudra chercher dans leur playlist, mais en général, ils font des trucs bien, donc je vous invite à regarder tout court. Et je bosse pas pour eux, je fais pas de pub et tout ça. Bref, et en fait, il parlait justement des nouvelles stratégies des constructeurs de consoles qui poussaient plus à acheter des jeux, mais à passer du temps sur leur machine pour intégrer la marque. Et je pense que avec YouTube, Google, il est dans la même optique, et même Twitter et Facebook sont dans la même optique de pas générer des pubs, mais juste garder les gens dessus pour se faire une image de marque et pour que les gens associent. Que les marques de marque rentrent comme quelque chose de confiance et qu'à terme ça rapporte des bénéfices. Après, je suis pas économiste, hein, voilà, mais c'est une analyse de PMU, mais juste une question de fou là qui pourra lancer un débat d'une heure peut-être. Si YouTube ferme, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je pense qu'on se roule en boule et qu'on pleure. Mais moi, j'ai mes vidéos sur un disque dur, je les re-upload d'ailleurs. Oui, ouais, voilà, on migrera tout simplement. Puis, heureusement qu'on a tous pris l'habitude de rediriger les gens vers des pages Facebook et Twitter. Non, mais c'est ça s'entraîne. On pourra très vite renvoyer les gens ailleurs, et si au final YouTube meurt définitivement et que tout le monde perd ses chaînes dessus, on va vite se rapatrier sur le jeu. Je pense que c'est le seul moyen pour qu'on se rapatrie vraiment. Et aussi, rappelez-vous quand Mega Upload a fermé.
c'était le drame. On Oui, s'est dit, c'est la oh mais fin on a du tout monde. perdu, c'est horrible, on se retrouvera jamais ça. Et c'est alors que 8 jours plus tard. Non, mais c'est ça. Et en fait, t'as d'autres sites qui naissent, t'as d'autres sites qui prennent leur place, mais c'est juste que quand il y a un gros site qui prend toutes les vues, qui prend toutes les visites pour un format donné, bah on va que sur celui-là. Mais en fait, quand il disparaît, on se rend compte qu'il n'était pas du tout irremplaçable. C'est et ça, que, exactement. Et il y a quelqu'un dans le chat qui parle, qui dit que donc quelqu'un qui connaît a travaillé à Google et ils étaient à ce moment-là par seconde à 48 heures de vidéos mises en ligne par seconde. Et effectivement, tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent YouTube comme support de vidéo, juste pour mettre une vidéo et la renvoyer après. Et je peux confirmer, parce que je suis aussi dans ce cas, je poste des vidéos sur la chaîne, mais j'utilise aussi beaucoup YouTube pour poster des vidéos de rafale dont j'envoie le lien à seulement certaines personnes. Et il y a, mais peut-être... sans blaguer, sur ma chaîne mon compte privé, j'ai peut-être, 2 heures de vidéos de rafale et puis il y a 3 personnes qui les ont vues, quoi. Et ça coûte pareil. Il me semble que ça coûte pareil à YouTube d'entretenir ça que d'entretenir le clip de Gangnam Style. Donc au final, c'est On vous laisse sur un peu de maths, mais imaginez sur 48 heures de vidéos par seconde, combien il y a d'heures de vidéos de chat qui sont uploadées. Je vous laisse imaginer. 47. Juste, je suis désolé. C'est pas grave. On avait une jolie Ça me conclusion, fait penser à un truc, c'est rapport justement au coût d'entretien des vidéos de chat, oui. Non, les coûts d'entretien des serveurs et tout. Et que justement, YouTube, alors rumeur, tout ça, est-ce que c'est vrai? Bon, voilà. Mais il semblerait que YouTube met en avant plus des vidéos courtes parce que pour eux, pour les stocker, c'est plus simple. Et que du coup, pour la même quantité d'argent, et bah, ça leur coûte moins cher. Voilà. Voilà, information, Sur cette, fun fact. Sur cette théorie du complot, nous allons... Causer de l'UPR. On va passer sur un bout de radio libre là, de c'est libre ça, antenne. sur un- Jusqu'à 5 heures. Bon, alors sur la radio libre, on va continuer le débat, l'avenir de YouTube. Ok, je me casse. On va parler de cul. Ah, il y a des demandes sur on veut un YouTube rien que pour les vidéos de rafale. Et il y a 3 personnes qui veulent des vidéos de rafale, mais en vrai je commence Le un peu à en Rafale mettre. Tube. C'est ça. Ouais, du moment qu'on me demande pas quand est-ce que est le prochain Super Focal. Mais pour le coup, ouais, survivre avec plus, je commence à en mettre, mais j'en ai beaucoup sur mon Gmail privé. Bientôt le Twitter, je suis Rafale, le Facebook, je suis Rafale, la chaîne YouTube, je suis Rafale. Oh, il y a beaucoup de monde qui débarque là, parce qu'on est sur la J'ai fin. libéré ma place. on en veille. Merci beaucoup pour cette heure.